Amis internautes d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi ces différentes plateformes digitales. Ce soir, nous avons un grand monsieur, un homme d'État qui a servi l'État au plus haut sommet de ce pays, le Mali, suite à son intervention le 23 mai sur les réseaux sociaux au retrait des trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO. Cet homme malien a eu à faire une intervention de 23 minutes sur les réseaux sociaux. Pour cela, il est face à la presse cet après-midi, ce vendredi 16 février 2024 à Bamako pour nous faire le point de la situation. Pour en parler, avant les presses invitées, il y a Kati 24, Énergie Digitale, Koukanfouga News, Antaf TV, InfoSource, Kabbalah TV, Info 777, Douramen, j'en passe. Les presses sont venues en grand nombre. Ce monsieur se nomme tout simplement Baba Moulaye Aidara, ancien ministre malien, citoyen malien, citoyen de l'AES. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, le plaisir est partagé. Nous avons vu que suite au retrait des trois pays du Sahel, notamment l'Alliance des États du Sahel, vous avez fait une intervention de 23 minutes sur les réseaux sociaux. En quoi pouvons-nous retenir de cette intervention? Merci bien, monsieur Konaté, Moussa Konaté. Moussa Konaté, vous me mettez à l'aise parce que c'est pas ma première fois avec vous. Justement. Donc, ça chasse le pas. Donc, si c'est un parce que je ne connais pas le temps, j'en connais pas. Oui. Alors, merci, très chers concitoyens, chers frères, chers neveux, chers amis, pour avoir porté un intérêt particulier à la sortie de la semaine dernière par rapport à une situation aujourd'hui que tous les Maliens, sinon tous les citoyens de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, savent et vivent. Donc, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion, de façon beaucoup plus directe, plus chaleureuse, de m'adresser à nos concitoyens et à nos concitoyens à l'intérieur du Mali, à l'intérieur de l'AES, au-delà de toute l'Afrique et du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, vous couvrez l'espace mondial avec vos appareils. Justement. Donc, merci et très grand merci. Monsieur Konaté, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi la sortie de la semaine dernière. Oui. La sortie de la semaine dernière, j'avais fait un constat. J'avais fait un constat, j'avais discuté avec beaucoup de concitoyens. Et comme je suis très souvent au niveau des associations, au niveau de certaines plateformes, au niveau même des grains, des familles, je discute. Et j'ai décidé avec mes camarades de soutenir le Mali en cette période exceptionnelle de la transition. Donc toute question qui concerne la vie de notre nation nous concerne et nous interpelle. Au cours des discussions, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos concitoyens n'avaient pas compris le retrait de notre pays et des deux autres pays frères de la CEDEAO, et quelque part ça crée de la panique. Et malheureusement, il y a des cadres, des citoyens, des concitoyens maliens qui en profitent pour aggraver cette panique, pour faire en sorte que les populations à la base ne comprennent pas comme ça doit être le cas. Donc je me suis dit, attention, tu es interpellé. Dans ta mission de soutien à la transition, dans ta mission de soutien à ton pays, dans ta mission de militant du Mali, parce que c'est là d'abord mon premier parti, c'est le même. Il faudrait très rapidement t'adresser à tes concitoyens. Voilà pourquoi je me suis adressé aux uns et aux autres. Et si vous constatez qu'après les courtoisies, j'ai tout de suite commencé à dire, j'ai senti qu'il y a eu de la panique. Attention, arrêtez de paniquer. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de paniquer pour une chose qui va dans l'intérêt du Mali. Et les uns et les autres le sont.
Donc voilà ce qui a motivé ma sortie de la semaine dernière. Et je crois que ça a porté fruit parce que vous l'avez suivi et vous avez décidé aujourd'hui qu'on se rencontre et qu'on a baroqué parce que, à quel comme si le président a déclaré Watimi, porte-parole il y a faux, gouvernement il y a faux, Mali, Burkina Faso, Niger, Bora, CEDEAO là, mon chairman c'est là, mon mancastra. Awa donc mon chairman be fana ou Malien ou castran pour les cabinets. Parce que fait le gouvernement ka position sabotée, mon chairman be ou mal. Bon, vous fana peut-être ma famille. Sinon, moi aussi mancastra. Position mintara. C'est vrai que chairman ya foko ou kankan ni ga folo. Awa donc quand le feu vous brûle, vous n'attendez pas d'abord que les gens vous donnent la solution de l'éternel. Vous l'éteignez et après vous allez peut-être demander comment je dois faire les autres. On était dans une situation où il fallait prendre une décision, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait s'assumer. Et c'est ça aussi une autorité. Savoir comprendre quels sont les intérêts de ma population, savoir comprendre quel est l'avis de mon opinion et pouvoir prendre des décisions, s'assumer, expliquer et convaincre après. Donc nous avons salué cette décision et nous sommes prêts aujourd'hui à échanger avec vous pour apporter les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Il y a plutôt des raisons de se réjouir et de comprendre que le Mali est en train d'avancer et à pas de crainte, à pas de gêne. Alors, cela m'amène à vous poser la première question, qui est le protocole d'interview que nous avons élaboré ici. La première question, d'abord, quel impact pourrait arriver suite au retrait des pays de l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger? Bon, il faut d'abord, quels impacts vous dites? Vous savez, les impacts sont de plusieurs ordres. Et généralement, quand les gens voient les impacts, ils se disent alors ça veut dire des conséquences. Les conséquences, elles ne sont pas toujours mauvaises. Les résultats, moi, je peux pas dire. Mais avant qu'on aille sur les impacts, il faut dire pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO, la communauté économique et de l'Afrique de l'Ouest. Et le pourquoi, c'est très important. Vous savez que, comme je l'ai dit dans ma sortie, il y a du fait de la bouillie pour faire dîner pour la famille, c'est pour que c'est pas trop soir. Parce que peut-être que si tu fais une tasse de riz, tout le monde ne sera pas plein, alors que ce qu'il faut pour faire une tasse de riz, vous pouvez faire une grande tasse, un grand récipient de riz, de deux soirs. Donc on se regroupe pour qu'on puisse avancer ensemble. On se regroupe pour qu'on puisse mettre nos forces ensemble. On se regroupe pour qu'on puisse s'aider en cas de problème. On se met ensemble pour qu'on puisse se soutenir. On s'accompagne pour qu'on puisse se comprendre et avancer. La CEDEAO est née en 1975 et vous le savez, lors de la déclaration du gouvernement, il a été rappelé que le général Moussa Traoré, président de la République du Mali à l'époque, fait partie des chefs d'État qui ont créé, qui ont fondé la CEDEAO. Et ça a été mis en place dans un souci d'intégration économique, dans un souci d'intégration socio-démocratique, dans un souci d'intégration tout court. Cette organisation a été mise en place pour qu'on puisse ensemble travailler, échanger d'idées, avoir les mêmes idées par rapport aux mêmes problèmes, parce que nous appartenons au même espace géographique, au même espace climatologique, et à peu près les mêmes populations. Et d'ailleurs, plus loin, on en arrivera quand on arrivera à la situation démographique. Alors, maintenant, quand on se met ensemble, on évolue ensemble, et dans cette communauté, on commence à se rendre compte que, au lieu d'être utile, la communauté commence à être nuisible. Ceux-là qui dirigent le Mali aujourd'hui, ils sont arrivés dans quelles conditions, vous le savez? Je le sais, vous le savez. Et tout le monde sait. Ils sont venus et ils n'ont qu'un seul souci, celui de retourner au Mali sa souveraineté et de donner la possibilité de choisir sa politique de développement, sa politique d'avancement, sa politique de sécurisation, sa politique de choix par rapport aux partenaires. Voilà ce qu'ils disent. Rien d'autre. Quand il y a eu
changement de régime, tout le monde a vu ce que nous avons vécu. Nous avons vécu un embargo très difficile. Et c'est là, dans la déclaration, je disais, on nous a fermé le robinet de l'électricité, le robinet de l'eau, le robinet de la nourriture, le robinet des médicaments, le robinet même de l'argent. Tout ce qui peut faire l'épanouissement d'un homme, on a bloqué. Parce qu'il y a eu un certain changement de système. Moi, je crois que même quand votre enfant a posé un acte vilain ou un acte qui ne correspond pas à la famille, il y a mille et une façons de le corriger que de le tuer. Et Dieu merci, ils ont buté à une population malienne très forte, résiliente, combattante, je vais dire. Et tout le monde a vu. Certains ont pensé que l'embargo allait connaître la disparition, allait faire la disparition du Mali. Et les Maliens sont sortis beaucoup plus renforcés. Un mouvement de solidarité était né entre nous Maliens que je n'ai jamais vu, Nous avons fait face à, malgré tout ça, malgré l'embargo, nous étions en face de l'insécurité. Un terrorisme sans précédent dans le pays, qui frappait le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aucun endroit du Mali n'était épargné. Si des frères ont choisi le même moment pour nous frapper avec un embargo, qui n'existe même pas comme il a été posé, comme il a été fait en tant que tel dans le texte. Et c'est pourquoi il faut le dire qu'il est illégal et illégitime. Et inhumain, parce que quand on empêche à quelqu'un d'avoir à manger, d'avoir des médicaments nécessaires pour se soigner, d'avoir même de l'eau, là, j'avoue très honnêtement qu'on sort du cadre humanitaire. Et je crois qu'aucune correction, aucune punition ne doit mener jusqu'à vouloir détruire même l'homme pour lequel on suppose travailler. Alors, un certain nombre de cadres maliens, un certain nombre de cadres de la sous-région se sont rendus compte que, attention, nous sommes là-dedans, nous sommes venus avec tout ce que nous avons, avec nos biens, nous sommes venus avec ce que nous sommes venus avec, en tout honneur, avec notre souveraineté, mais parce que nous avons choisi un chemin entre nous. Voilà qu'est-ce qu'on nous propose. On propose de nous détruire. Mais on va continuer. Et je vais le rappeler ici, en langue bamana, on le dit. En langue songhai, on le dit. Même le mouton, quand il chauffe, il te mord. Et ça, il faut que ça soit clair. L'embargo s'est passé. Tout ce que vous avez vu, on nous a abandonnés, on nous a laissés en proie au terrorisme. C'est vrai, on va nous dire que l'amusement est venu. Mais est-ce que la CEDEAO est venue? La CEDEAO n'est pas venue. Et même les pays de la CEDEAO qui étaient venus sont venus dans le cadre des Nations Unies. J'aurais aimé voir les pays de la CEDEAO, ceux-là qui s'étaient acharnés contre nous. Nous allons en venir. Ça fait partie de eux-mêmes. Mais ils ont choisi de venir dans un autre cadre. Alors donc, quand on vous fait cet embargo, on vous laisse en proie à l'terrorisme. On vous abandonne au moment où on a besoin de vous. Mais ne dit-on pas que c'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses amis? Il n'y a aucune raison de rester. Surtout que vous savez bien que la CEDEAO n'est née qu'en 1975. Le Mali a existé depuis combien de millénaires? Un des plus grands empires d'Afrique, c'était l'empire du Mali. Et c'est de là qu'est parti l'homme le plus riche de tous les temps. Et l'empire du Mali a été un empire très riche, qui s'étend d'où à où tout le monde le sait. Donc vraiment, nous avons suffisamment de raisons de partir, et j'espère que nos concitoyens, tant au Mali que sur l'espace AES, ont compris qu'à un moment donné, ne serait-ce que pour sa noblesse, sa dignité, son honneur et sa souveraineté, il faut dire non. Et nous avons dit non, et nous accompagnons nos autorités dans le sens du non. Non à la CEDEAO, même pas non aux peuples africains. Parce qu'en réalité, la CEDEAO est devenue, je n'aime pas tellement ce mot, mais la CEDEAO est devenue un instrument de défense d'un certain nombre d'individus, qui, au nom d'une certaine démocratie, font la guerre à certains pays. Mais on les voit. En ce moment où je vous parle, vous voyez ce qui se passe autour de nous. Je n'ai pas prononcé le nom de qui que ce soit. Mais en réalité, vous savez combien de constitutions ont été tripatouées? Vous savez combien de fois des gens sont revenus sur leur constitution parce que tout simplement, leur seule personne devrait être réunie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc on ne peut pas quand même faire ceci, dire, bon, des jeunes patriotes d'un autre pays ont décidé
de redresser le pays et de le gérer autrement. Non, comme ils ne sont pas comme nous, il va falloir leur faire la guerre. Voilà pourquoi on s'est retiré. Et voilà pourquoi chaque Malien, chaque citoyen de l'AES doit se tenir debout et soutenir les transitions, soutenir les autorités qui sont au devant pour leur permettre vraiment d'affronter ce défi. Et nous allons nous en sortir. Alors, quel impact économique suite à ce retrait de la CEDEAO, de ces pays de l'AES de la CEDEAO? Ça dépend maintenant du sens de votre question. Impact économique sur la CEDEAO, impact économique sur le Mali. Les deux. Les deux? Oui. Ok. D'abord, je vais dire que vous savez que les trois pays qui quittent la CEDEAO, ça fait à peu près 3 millions de kilomètres carrés. C'est un espace assez important en moins pour la CEDEAO. Ça fait à peu près plus de 65 millions d'habitants, un peu moins de 70 millions d'habitants. Et vous savez qu'avec le premier capital en toute économie, c'est le capital humain. Ça fait quand même 70 millions de vies qui vont se retirer de la CEDEAO. Ça fait à peu près 3 millions de kilomètres carrés qui vont se retirer de la CEDEAO. Alors, ces pays-là ont aussi leur richesse. Le Mali est un pays très riche de par la nature. Le Burkina Faso, la même chose. Le Niger, la même chose. Et d'ailleurs, toute la bataille qui s'est menée contre le Niger, parce que j'ai même oublié de le dire quand j'ai parlé des causes. Le Niger, quand il y a eu la situation du 26 juillet, il était même question d'envoyer d'autres Africains aller frapper les Nigériens. Et je ne sais pas, certains d'entre vous seraient présents le jour du meeting de soutien du Mali au Niger, j'ai prononcé cette phrase. Demander à des Africains d'aller frapper les Africains contre eux. Ça fait partie des raisons aussi. Mais tout ça, c'est fait pourquoi? C'est à cause de ce que nous avons. Parce que certains sont devenus riches à partir de nous, notre richesse. Certains sont devenus des puissances. Aujourd'hui, on les appelle les puissances économiques, les puissances politiques, à partir de nous, ce que nous avons. De ce que nous avons. Mais imaginez quand même que nous sommes ici au Mali, nous sommes quand même parmi les trois premiers producteurs d'or. Nous sommes parmi les trois premiers producteurs, grands producteurs de coton. Nous sommes parmi les plus grands producteurs de céréales. Le Burkina, la même chose. Le Niger, la même chose. Nous sommes traversés par de très grands fleuves. Le Mali est traversé par les deux plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Nous avons suffisamment de ressources naturelles. Nous avons suffisamment de ressources humaines pour que nous puissions nous tenir au rang des plus grands. Nous avons seulement besoin de travailler sur nous. À court terme ou à long terme? À court terme, à moins à long terme. Il y a des actions qu'on devrait poser et qui sont en train de l'être, je suppose. Parce que j'ai suivi l'intervention du gouvernement qui dit, nous sommes prêts, nous avons mûri la réflexion, nous avons décidé après mûre réflexion. Et je suppose que les dispositions seront prises à court, moyen et long terme. Mais tout ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas nourris par la CEDEAO. Hein. Il faut que ça soit clair. Ah bon? Le Mali n'est pas nourri par la CEDEAO. Pourquoi? Non. Comment? En ce sens que nous vivons de tout ce dont nous vivons en termes de céréales, en termes de légumes, en termes d'eau, en termes de tout ce qui est vie, tout ce qui est matière pour entretenir la vie d'un homme, les produisons chez nous. Les produisons chez nous. Et d'ailleurs, plus loin, je vais en venir sur le plan économique, sur le plan commercial. Si vous prenez les grands partenaires du Mali, moi je dis, les peuples de la CEDEAO sont des peuples très du Mali. Mais les grands produits que nous exportons, c'est l'or, c'est le coton. Mais est-ce que c'est dans la zone CEDEAO qu'on les exporte? C'est pas dans la zone CEDEAO qu'on les exporte. L'or va ailleurs, le coton va ailleurs, c'est pas dans la zone CEDEAO. Mais nous sommes frères, nous sommes voisins, nous sommes pareils. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas ensemble. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même une perte d'abord pour la CEDEAO. Vous croyez que c'est gratuit, que la CEDEAO, c'est officiel, demande à négocier, à discuter avec les trois pays pour les retenir dans le regroupement, dans l'organisation? C'est pas fortuit. Rien n'est fait pour rien. Quelqu'un qu'on veut même frapper, quand il te dit je m'en vais, mais il faut le laisser partir. Mais non, c'est le même moment que vous choisissez pour lui dire non, ne partez pas, revenez, on peut continuer ensemble. C'est pour vous dire qu'ils sont utiles, ils sont nécessaires, ils sont incontournables dans le regroupement CEDEAO. Donc, moi je pense que la plus grosse perte, c'est pour la CEDEAO, parce que le discrédit dont on a toujours parlé. La CEDEAO a perdu crédibilité depuis assez longtemps. Les uns et les autres vont comprendre à partir du moment que trois pays des tailles dont j'ai parlé se retirent, ça justifie le fait que la CEDEAO est en train de perdre tout son crédit.
Et il faut revoir l'intégration sous une autre forme. Et l'AES est une forme d'intégration. C'est un embryon de laquelle un embryon duquel pourrait partir autre chose. Peut-être, pourquoi pas les États-Unis d'Afrique. Donc je dis, c'est d'abord la CEDEAO qui souffre. Parce que la CEDEAO est abandonnée pour mauvaise gestion politique, abandonnée pour mauvaise gestion démographique, abandonnée pour mauvaise gestion humanitaire, et même pour mauvaise gestion politique. Parce qu'en réalité, toute la politique de la CEDEAO, finalement, se résume à lutter contre ce qu'on appelle les déstabilisations constitutionnelles. Et ces déstabilisations constitutionnelles arrivent tout de suite de telle ou telle situation. Donc, cet impact, je souhaiterais l'expliquer devant vous ici. Maintenant, de notre côté, les gens vont vous dire que la libre circulation des biens, des personnes et des biens est un avantage que le Mali va perdre. Mais avant 1975, que la CEDEAO est née là, et vous savez quand même qui voyage plus que le Malien? Quel peuple est plus commerçant plus que le Malien? Déjà, on avait de fortes colonies dans les différents pays d'Afrique, d'Europe et même d'Asie. Nous sommes de grands voyageurs, nous sommes de grands hommes d'affaires, nous sommes des gens qui travaillent, nous avons un génie, et ce génie, il n'est pas utilisé comme Mali. Mais avant la CEDEAO, il y a aussi les diplomates de ça, les relations bilatérales. La CEDEAO est une organisation de choses économiques, une organisation douanière, certes, mais il y avait quand même des relations bilatérales entre les différents pays et nous. Et ces relations bilatérales entre ces différents pays et nous vont être fortifiées. Et d'ailleurs, malgré la CEDEAO, le Mali n'a jamais coupé avec quelque pays que ce soit. Et dans la déclaration dont vous parliez tout de suite là, je disais que souvent on commence un mariage au Mali le matin et on fait le transport de la mariée en Mauritanie ou au Burkina ou au Niger parce que les peuples ne savent même pas qu'il y a un tracé qui les sépare. Donc la CEDEAO est arrivée à une situation où elle ne tient pas compte de l'esprit même des peuples qui constituent cette organisation. Et cet esprit, il n'est pas différent. Un Burkinabé, un Nigérien, un Malien, un Mauritanien ou un Algérien à la frontière du Mali ne se voit pas différent de l'autre. Qu'on soit malien ou quoi que ce soit, dès on fait frontière ensemble, on travaille ensemble, on est les mêmes familles, on parle les mêmes langues, on a les mêmes habitudes culturelles. C'est de ça qu'il faut tenir compte. C'est de ça qu'il faut tenir compte. Donc je dis, je ne vois vraiment pas quel impact négatif ceci pourrait avoir sur le Mali, sur le Burkina Faso ou sur le Niger, ou éventuellement sur les pays qui viendront rallier l'AES dans les jours à venir, les semaines à venir ou les années à venir. Parce que je ne l'explique pas et vous allez peut-être revenir me retrouver et qu'on en parle. Monsieur le ministre, vous avez raison. Donc c'est l'impact politique. Donc c'est ça justement. Donc l'impact politique, c'est un peu ça. Et les gens pensent que en quittant la CEDEAO, nous sommes isolés. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas isolés. Mais nos camions qui viennent avec nos marchandises, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, qui viennent de la Russie, qui viennent de peu partout là, viennent toujours dans les mêmes ports. Hein. Mais est-ce que ça sera le même contexte? Mais ça m'étonne que ça ne soit pas le même contexte parce que un port est un outil commercial. C'est un investissement pour gagner quelque chose. Et je vois mal les pays qui détiennent, dans lesquels se trouvent ces ports, chasser des clients. Non, les tarifs douaniers. Bon, le tarif douanier, vous savez que le tarif douanier, ça fait peur. Mais ça, si je dois rentrer dans ce domaine, je vais rentrer dans une analyse économique approfondie qui ne servirait pas à grand-chose à nos concitoyens. Mais au cas donc au tarif douanier, ça ne change pas grand-chose. Comment? Dans le sens que le tarif douanier est beaucoup plus utile dans le cadre de l'industrialisation. Et ça, c'est important à comprendre. Dans le cadre de l'industrialisation. Et le tarif douanier, dans le cadre des rapports bilatéraux entre les différents pays, c'est des situations qu'on peut voir. Parce qu'en réalité, chaque pays, avant la CEDEAO, dépend d'abord de ses compétences. Donc, nous savons comment ça se gère. Et quand on va rentrer dans le calcul, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'écart, ou bien les avantages que nous apporte ce tarif-là, dont on parle, les tarifs douaniers, c'est pas des avantages qui doivent nous amener à oublier d'abord qu'on doit rester souverain
et que dans notre souveraineté, on a les possibilités parce qu'il suffit que tout simplement nous nous mettons au travail. Nous avons les potentialités qu'il faut naturellement dans ce pays-là pour que même l'importation, parce qu'il s'agit de ça, même les produits, les matières premières, les matières intermédiaires dont on a besoin, qui profitent de ce tarif douanier-là, même cela va baisser si nous travaillons réellement. Parce qu'en réalité, on doit en revenir là-bas et de se mettre au travail. Au travail sans jamais lâcher. Et quand on travaille sérieusement, on va produire gros. On va produire beaucoup. Et quand on produit beaucoup, on est convoité. Et déjà, nous sommes coûtés pour beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une grosse masse d'importation qui nous mènerait à des situations qui vont nous exiger de baisser la tête pour quelques tarifs douaniers que ce soit. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres organisations au sein desquelles nous n'avons pas quitté. Encore que moi, je dirais, toute organisation qui pourrait utiliser certaines situations ou certains comportements pour tenter de nous anéantir ou de nous faire disparaître, moi je suis prêt à fermer la porte. Mais l'Afrique, personne ne fermera la porte. Les peuples resteront ensemble. Quand vous dites que les trois pays sont partis là, vous savez quand même que les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, le peuple ivoirien et le peuple malien et le peuple mauritanien, la Mauritanie n'est plus de la CEDEAO, le peuple malien et le peuple nigérian, le peuple ghanéen, vous savez quand même qu'ils sont des peuples qui sont liés par le sang, ils sont des peuples qui sont liés par l'histoire et la géographie, ne s'abandonneront jamais. Donc vraiment, le tarif douanier, il ne faut pas que ça soit un handicap, il ne faut pas que ça soit un moyen de faire peur. Il ne faut pas que ça soit un moyen de faire peur. On nous a tout fermé. On nous a même empêché d'avoir à manger à force des tarifs douaniers. Rassurez-vous que nos opérateurs économiques, c'est ce terme-là qu'on utilise pour les appeler. Mais je crois qu'il faudrait s'asseoir et discuter entre eux et les économistes, entre eux et les services indiqués, les services spécifiques qui sont chargés du domaine. Ils pourraient s'installer. C'est à la fois des questions économiques et politiques. Je ne souhaiterais pas m'aventurer de trop là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Nous sommes des citoyens maliens qui analysent les problèmes de notre pays parce que ce pays nous concerne à plusieurs titres. Mais les gouvernants, sinon les gouvernements, ont des principes, ont des règlements sur les bases desquels ils pourraient reprendre les discussions avec les différents pays et faire en sorte que le tarif douanier dont on parle ne soit que de la parole. Parce que dans tous les cas, il y en a qui ont encore besoin de nous. Et je me rappelle bien, le ministre l'avait dit, mais quand on nous avait mis l'embargo sur les 6 mois, 7 mois après, mais il n'y a pas que le Mali qui a souffert. Ceux-là aussi qui sont derrière l'embargo, plein d'entre eux ont souffert. Donc rassurez-vous, M. Konaté, que les tarifs douaniers, la libre circulation des biens et des services, tout ça vraiment, c'est de la parole parce que la CEDEAO même n'en tenait même plus compte. La CEDEAO était plutôt en train de courir derrière ceux-là qui ne sont pas de leur choix, qui ne sont pas des choix de ceux-là qui imposent à la CEDEAO la conduite à tenir. Et je l'ai dit, je le répète, le monde est en pleine mutation, la géostratégie mondiale est en train de changer, l'économie mondiale est en train d'être désormais instable et en train de changer de position. Donc il va de soi qu'on se mette tout cela en tête, qu'on le mette dans la balance, qu'on se mette à réfléchir. Sauf que je suis d'accord qu'il faut concerter, il faut discuter avec les opérateurs économiques, il faut discuter avec les populations. Et Dieu merci, nous sommes en train d'aller dans le cadre des dialogues intermaniens. Il n'est pas exclu que ce sujet soit posé à quelque niveau que ce soit. Parce que je suppose que dans le cadre de ce dialogue, c'est de tous les Maliens qu'il s'agit, de toutes les corporations, de toute la société malienne et de tous les problèmes qui concernent le Mali. Et je pense que le gouvernement aura les réponses suffisantes et nécessaires pour convaincre nos concitoyens, les amener à comprendre les positions du gouvernement et à éviter certaines batailles politiques qui, au lieu de servir le pays, pourraient nous amener à être dos à dos, et c'est ce qui n'est pas une bonne chose pour un pays qui vient de prendre son destin en main en quittant une organisation telle que la CEDEAO. Justement, je rappelle à nos amis internautes d'ici et d'ailleurs, nous sommes avec l'ancien ministre Baba Moulaye pour une intervention suite à son intervention de 23 minutes sur les réseaux sociaux. Les trois pays du Sahel, lorsqu'ils ont quitté l'organisation ouest africaine, la CEDEAO, notre ancien ministre a eu à faire une intervention. Pour ce faire, la presse a décidé cet après-midi, ce vendredi 16 février, de lui faire appel et d'échanger avec lui au siège du collectif pour la défense du militaire, en abrégé CEDEM. Donc, nous allons poursuivre notre entretien. Monsieur le ministre, alors, quelles conséquences
sur l'organisation régionale, autrement dit la CEDEAO. Bon, la Sur conséquence que je pense que je suis allé un peu plus vite peut-être. Oui. Sinon, j'en ai déjà parlé. Plus concrètement, vous l'avez dit, vous avez... La CEDEAO perd 3 de ses grands pays, 3 de ses grands amis. La CEDEAO perd le Mali, pays fondateur, le Niger, le Burkina Faso, tous pays fondateurs, et des pays très riches, potentiellement utiles dans le cadre de l'intégration économique, politique et sociale de la sous-région. Donc, je pense que les conséquences sont beaucoup plus néfastes pour elle, l'organisation, et qui se désagrège déjà, parce que beaucoup de bruit se passe déjà en ce moment. On sent des poissements qui auront des conséquences. Attendez, vous allez voir. Maintenant, oui, on va dire que le Mali va souffrir de. Rassurez-vous que si les Maliens comprennent que nous devrons prendre toutes nos responsabilités et nous prendre en charge, il n'y a pas de raison que nous fassons. Vous savez, mes chers amis, nous sommes un pays quand même qui est traversé par ces deux grands peuples dont j'ai parlé. Nous sommes un pays qui a quand même des millions, des dizaines de millions de terres arables. Nous sommes un pays quand même qui peut produire des dizaines de millions de céréales et de légumes, de fruits confondus. Nous sommes un pays qui peut se prendre en charge. Nous sommes un pays qui peut assurer sa souveraineté alimentaire. Et nous sommes un pays continental, certes, mais notre continentalité est de richesse, parce qu'on nous court après. Je ne vais pas tout dire ici, peut-être. Mais j'ai quand même été ministre des Transports. Je connais un pays de la sous-région, pas forcément qui appartient à la CEDEAO, qui était d'accord pour donner une partie de son port au Mali, pour que ça soit le port du Mali. J'en connais. Et je sais qu'il n'y a pas un pays africain ou un pays de la sous-région de l'Ouest africain qui n'accepterait pas de le faire avec le Mali. Le marché malien? Mais le marché malien est un marché très important. C'est quand même 23 millions d'habitants, le Mali. Le marché malien, dans les deux sens, nous sommes un pays consommateur, certes, mais nous sommes aussi un pays, si nous travaillons correctement en tenant compte des faveurs climatiques que nous avons, des faveurs de la nature, il n'y a pas de raison que le Mali ne soit pas le pays qui va fournir. Et déjà, on le fait. Exporter du riz, exporter du mil, exporter même des légumes. Et déjà, nous exportons du coton. Hier soir, je faisais rire un camarade, il me dit, ceux-là qui vont payer certains produits, je ne vais pas appeler les noms parce qu'en appelant les noms, on va tout de suite situer les pays. Mais avant d'aller acheter quoi que ce soit, il faut s'habiller. C'est le coton qui a dit. Mais c'est malheureux que jusqu'ici, nous ne pourrons et nous ne transformons qu'à peine 2% de la production cotonnière. Alors, si nous décidons de prendre notre avenir et notre devenir en main, il faudrait qu'on accepte que désormais, nous allons transformer nos produits chez nous. Et on peut le faire. On peut le faire. Ceux-là qui l'attendent chez eux pour les transformer et les ramener avec une valeur ajoutée assez importante. Mais beaucoup de pays ou beaucoup d'investisseurs sont prêts à venir s'installer au Mali. Il suffit tout simplement que nous ayons une bonne politique pour la promotion des investissements. Une bonne politique d'investissement. Et les codes qu'on est en train de relire, le code minier, le code foncier, le code des investissements, qu'on est en train de regarder, de revoir en fonction des différents principes qu'on s'est posés pour le Mali, feront que nous serons un pays très attrayant et le marché malien sera un marché très aimé, très côtoyé. Et il n'y a pas de doute que nous allons créer suffisamment de richesses pour nous permettre d'aller tout droit dans le chemin qu'on s'est proposé, le chemin de la souveraineté. Je vais rappeler une autre chose ici. Beaucoup de gens ne parlent pas de l'OMVS. L'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Vous savez que l'OMVS regroupe le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Éventuellement la Guinée. Il y a la Guinée, 4 pays. Oui, 4 pays. Vous savez qu'il est prévu un port en Guinée, les barrages hydrauliques, tous les avantages que l'OMVS. L'OMVS est un outil d'intégration économique. Le Mali ne s'est pas retiré de l'OMVS. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. Vous savez que même au niveau de l'Afrique, la libre circulation des biens et services, dans le cadre de la ZLECAf. Les GAF, c'est quoi pour nos internautes? Zone libre d'échange continentale. Zone libre d'échange, ZLECAf, zone libre d'échange franche et continentale. Zone libre d'échange franche et continentale, ça c'est au niveau de l'Union africaine. Et déjà beaucoup de pays africains l'ont ratifié et la ZLECAf est déjà en marche, même si elle marche à pas de caméléon. Et là, c'est tous les pays africains,
devinez qu'est-ce que je veux dire. Vous comprenez aisément que partout où nous aurons besoin d'aide, nous serons là. Et nous sommes un pays respecté et respectable. Parce que nous n'avons pas qu'à aller prendre. Nous avons aussi de quoi donner. Nous avons quoi mettre à la disposition du marché mondial. Nous avons quoi mettre à la disposition des voisins. Nous avons quoi mettre à la disposition de tous les autres marchés. Donc il n'y a pas de raison que dans tous ces différents, dans ces différentes stratégies et dans ces marchés, que nous n'ayons pas notre place, toute notre place. Donc rassurez-vous qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Nous avons fait un choix, on va l'assumer et nous avons les atouts nécessaires, nous avons les paramètres nécessaires pour qu'on puisse assumer le choix que nous avons fait. Et je pense, et je suis même convaincu que de l'AES partira le véritable objectif que nous faisons, celui de créer les États-Unis d'Afrique. Mais ça va prendre du temps, hein. La question de la monnaie revient très souvent par nos concitoyens. Mais vous savez que la situation que le Niger vit aujourd'hui, que nous on a vécu pendant l'embargo, là, si on avait notre propre monnaie aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Vous pensez que si la BCEAO nous impose ses manières de faire ou ses façons de faire, c'est parce que nous y sommes. Si on avait une banque centrale du Mali avec notre monnaie, on est indépendant. Comme la Guinée. Mais bien sûr. Même le Nigeria a sa monnaie là. Le Ghana a sa monnaie. La Gambie a sa monnaie, c'est une des plus fortes monnaies d'Afrique d'ailleurs, du monde même, hein, le Dalasi, le Gambie. Donc en réalité, il suffit tout ça. D'ailleurs, la création de la monnaie, ça fait partie des sujets sur lesquels je ne vais pas trop m'aventurer, parce que pour le moment, je n'en suis pas tellement autorisé, mais le citoyen malien et le citoyen AES que je suis se prononcent quand même sur les problèmes de son espace. La monnaie locale, notre monnaie nationale, dès qu'elle verra le jour, moi je crois que c'est en ce moment qu'on va parler de la véritable souveraineté, de la véritable indépendance. Parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui en zone CFA, et dans le cadre de la zone CFA, nous avons un partenariat avec certains pays, et ce partenariat, il est légal. Il est légal. Comment nous en débarrasser? La seule solution, c'est d'imaginer. Mais je pense que, et comme on le dit en Bamana, mais il a béfo. Mais ni tlala, il a barala, bébina bédon. Et ça, c'est important. Donc, la monnaie, moi, je suis partant. Maintenant, nos gouvernants sont en train de travailler et au niveau où je suis, je préfère me limiter là. Même si vous en savez plus. De toute façon, je suis obligé d'en savoir plus. J'ai quand même été ministre. Oui, je suis également au courant de l'évolution des choses. Je suis de très près l'évolution de l'économie mondiale. Je suis un peu ce qui se passe dans les pays qui ont préféré frapper leur propre monnaie. Moi, je serais d'accord aujourd'hui qu'on ait notre monnaie et qu'on ait également, qu'on choisisse même. On peut garantir? Pourquoi pas? Comment? Mais tu es quand même premier, tu es deuxième producteur mondial africain d'or. Tu as de l'or, tu as du coton. C'est l'économie qui garantit la monnaie. C'est les banques, c'est le flux financier, c'est les échanges entre marchés. C'est tout ce qu'on fait en termes d'activité économique, regroupé, mis ensemble, capitalisé, qui garantit une monnaie. La preuve, c'est que, je vous donne, pour que vraiment le Malien lambda le comprenne, quand vous partez au marché, vous amènerez les produits que votre poche peut supporter. Mais si vous n'avez rien dans la poche, vous n'irez pas au marché. Mais si vous partez au marché, c'est que vous avez quelque chose en poche, et vous savez qu'avec ce que vous avez en poche, vous pouvez acheter tel kilo de riz, tel kilo de viande. Il n'y a pas de raison à ce que nous sommes exportateurs de produits aussi importants que l'or et le coton, qu'on ne puisse pas avoir notre mot à dire. Mais il y a eu un moment le franc malien. Mais ça a eu des difficultés. Qu'on nous a fabriquées ailleurs. Telle que l'inflation et autres. Oui, mais c'est des difficultés fabriquées ailleurs. Parce que avoir notre monnaie était une menace. C'est comme nous entendre entre nous était une menace. Donc, il fallait tout faire pour nous coincer. Et nous avons été coincés en son temps. Et aujourd'hui, comme le vieux Oufouette l'avait dit en 81, il a dit dans 40 ans, il y aura une génération africaine qui va vous dire ce qu'elle pense et qui n'acceptera plus ce que vous pensez. Ouais. Oui. Moi, je vais souvenir moi. D'accord. Dans les Moribo, on avait notre monde. Oui, vraiment. Voilà, mais ça a été disparaît. Vous pensez qu'Amir, on a pas tout de suite et en tête, c'est bon. En tête, on va pas entrer dans ça encore. Abada. Comment ça? Parce que, en Hakim Yere, c'est Hakim Télé.
temps de Modibo, on est rentré dans le franc malien. En 84, je crois, on est revenu au CEPA. Mais Hakil, il y a des malades. Malien, il y a des changements. En Hakil, changera. Si ça, en Horoya, en taf palin, fin, Horoya dum, Nico Horoya, au Corée mouillé, et Besseka, Dumuni de la IRE. Et Besseka, plein Minkadi, et Besseka, Tani, sous la IRE. Et Besseka, Kumanito, face à face. Mais bi, et pardon, France, c'est pas un peu minabi. Le trésor d'un pays se porte garant du franc CFA. Jamana wore ka jigine. Jamana wore be Ka jigine. Ka jigine. Voilà, le franc CFA. Au B Famuyara. La Flana, Ambena Beau franc malien na Wati. Awere pardon, au Chaman Kera. Antumeka position CDA ou Kuti. Barake Minan. Au Barake Minan Kelen. Ou aller l'utiliser. Donc, monnaie fane barake minande. Ni mo aka wari de ba garantie. Et de wari responsable. Il y a trésor de ba garantie. Est-ce que tu sais comment fier avec ce que tu es. Donc, bi en B au Fanga. Le petit Malien a compris. Le tout petit Malien te dira, je n'accepterai plus jamais, il faudrait que notre souveraineté soit affirmée, confirmée et connue de tous. La Guinée n'est pas morte depuis Sékou Touré ici dans le Syrie. Parce que tout simplement, ils avaient une politique. Ils rejetaient systématiquement toutes les propositions lâches. Là, vous allez m'amener peut-être à perdre un peu les nerfs, excusez. Toutes les propositions lâches, Sékou Touré les rejetait. C'est vrai qu'on lui a fait souffrir. Vous savez, il l'a dit lui-même, il dit la Guinée est un scandale géologique. Donc on a tout fait pour l'étouffer. Parce que tout simplement, il a dit, je préfère ma souveraineté au luxe lâche qu'on me propose. Et je ne permettrai pas à certains cadres véreux de mon pays de s'engager dans le sens de détruire notre pays et de détruire notre souveraineté. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est compris. Et c'est bien compris. Nous avons ce qu'il faut pour garantir de la monnaie. Nous avons une économie, il suffit de mettre de l'ordre. Il suffit qu'on travaille sérieusement. Il suffit qu'on lutte contre la corruption. Il suffit que les Maliens se mettent au travail. Mais je vous en prie, imaginez que l'Office du Niger, ça fait plus d'1 million d'hectares. On n'exploite en ce moment que 130 000 hectares. Alors qu'il y a de l'eau, il y a du soleil. Nous sommes jeunes. L'agriculture est traditionnelle et culturelle chez nous. Nous avons l'élevage est développé. Nous venons juste après le Nigeria. Mais le Nigeria a le nez. Ils sont morts. Hein. Le Dalasi de Gambie dont je parle, il fait partie des monnaies les plus fortes. Tout le monde aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que le dollar américain n'est pas la monnaie la plus forte. C'est plutôt la monnaie du Koweït. 0 et quelques, 0,900 ou 0,700 et quelques dollars koweïtiens, c'est ce qui correspond à $1 américain. Donc c'est votre économie. Mais une économie d'un pays comme le Mali, ça nécessite du sérieux. Quand faut ambe transition ko, ambe Assimi Goïta ko, ambe Karsa ko, ambe Karsa ko, c'est pas ça l'essentiel. Si tu veux aider la transition, mets-toi au travail. Si tu veux aider la transition, respecte les deniers publics. Si tu veux aider la transition, respecte le Mali. Et si on le faisait, Modibo, il a compté sur tout ça. Mais Modibo, il a été saboté en 1968, tout le monde a vu. Mais à Modibo, de 60 à 68, à Ouchita, donc, à Ouyere, on était des gosses. Certains d'entre nous-mêmes, quelquefois, on n'était pas nés. Mais tout ce que Modibo a créé comme entreprise industrielle, d'abord, sur le plan commercial, il y a mes Somiex, Société malienne d'importation et d'exportation. Et la Somiex facilitait les choses. C'est bon, Minkera, Mikoma après, fabriquer de l'huile. Qui peut produire plus de rachis que nous? Mais on nous a découragés et on nous a empêchés de faire tout ça. Et tout ça, c'est parce que nous avons eu, à un moment donné, un certain nombre de concitoyens qui ont plutôt pensé à eux-mêmes qu'au pays. Monsieur le ministre, nous sommes à la Syrie. Voilà, ni follow, effectivement, la capacité
si kala si ka fɔ mɔne min ni a kuma bɛ ka fɔ ni mali y'a sɔrɔ est-ce que gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ mɔne min sabi ka se ka ta bɔ o gɛlɛya kɔnɔ. Inchallah. Parce que ni monnaie kɛra, ça veut dire que an b'a dɔn que an ka nafolo min b'an bolo o bɛ se ka monnaie in frapper. Et ni nafolo b'i bolo gɛlɛya bɛ na cogo di? Nafolo bɛ yɔrɔ yɔrɔ gɛlɛya tɛ yen. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ nafolo tɛ yen. Donc si ni ka indépendance à avoir ta propre monnaie, c'est-à-dire avoir une économie qui peut supporter cette monnaie, qui peut garantir cette monnaie, qui peut te permettre de frapper ta propre indépendance monétaire, il n'y a pas de raison que tu ne sortes pas de difficultés. Min ye kuranko ta fan ye ni kuranko gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an bɛ ka gɛlɛya ka fɔ waati min na o ye ne ye sara ye nin ma waati an ka gɛlɛya de sisan mɔgɔw kɔni bɛ transition fɛ dɔw b'an bɛ transition fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ba de bɛ k'a bɛ kiri kɛ ni ba de b'a bɛ kiri kɛ parce que kiri t'a ka jugu ye yala kuranko in en tant que fo ancien ministre est-ce que c'est ka confirmer k'a fɔ kuranko in a bɛ se ka sira sɔrɔ waati nataw la wa sabula ko an b'a mɛn yɔrɔ tiɲɛna bɛ ka dilan sira kura bɛ ka kɛ tan. Mais c'est pas mais vous dire que je pense, mais d'aller me la solution Télé là. Bon, quand vous télé là, c'est trop dit. Mais quand vous solution de solo, solution de solo, solution de la solo. Mais quand ça. Tchougouri, avec la sora là, Tchougouri. Avec la sora là, je vais vous expliquer ça en français. Oui, on y va, on y va. D'abord, l'énergie, si on suit, avant d'avoir la transition, chaque année, on avait une période de délestage. Ça, c'est connu, non? Vous le saviez. Chaque année, il y avait une période de délestage. Pendant la chaleur. Oui, pendant la période de forte chaleur. Pendant la période de forte chaleur, il y a une période de délestage. Mais cette fois-ci, c'est ce qui a trop duré. Ça a trop duré parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes. Ce que j'ai aimé, ni autorité ou ils ont dit qu'il y a eu une très mauvaise gestion de l'EDM qui a commencé depuis et qui a continué jusqu'à ce jour. Vraiment, je ne souhaite le malheur de personne. Mais vous avez vu, des gens ont été arrêtés et enfermés. Ce n'est pas gratuit. On ne peut pas prendre quelqu'un dans le vide et l'enfermer. C'est une question de gestion. La gestion de l'énergie était devenue un moment, une gestion tellement opaque qu'elle est devenue catastrophique. L'énergie a tellement souffert et a été négligée que c'est comme si on parle, vous savez, les médecins disent qu'un cancer, quand il est découvert très vite, on le soigne très vite. Mais quand il n'est pas découvert très vite, il se métastase et il va dans tout le corps. Et aujourd'hui, l'énergie a atteint ce niveau de métastase économique. Donc, il faut soigner. Et banatialement de donnant. Parce que vous savez, on parle de carburant détourné, on parle de courant détourné, on parle de courant impayé. Vous savez combien de Maliens utilisent le courant à la maison et qu'ils ne payent pas? Il y a plein de Maliens qui le font. Au Mali, beaucoup de gens ont tiré du courant chez eux et qui l'ont tiré de façon frauduleuse. Même les institutions aussi n'en payent pas. Moi, je ne parle pas des institutions, mais je vais dire qu'il y a eu une très mauvaise gestion de l'EDM. Bon, vous savez que quand un mal commence, le palu par exemple, il commence par quelquefois des petites courbatures. Vous dites, ah, j'ai des petites courbatures, vous prenez du paracétamol. Si vous continuez à ne prendre que du paracétamol, le jour que vous allez tomber, peut-être même avec les Kilimax, vous n'allez pas vous guérir facilement. Et ce palu peut se transformer en autre chose. C'est ce qui est arrivé à l'EDM. Le problème a commencé il y a longtemps. Et il y a longtemps, au lieu de le régler définitivement, on le déplace dans le temps. Mais quand aujourd'hui, je vous dois 100 francs, et que vous réclamez vos 100 francs, je vois M. Konaté, j'ai besoin d'un autre 100 francs, je lui prends 200 francs de crédit. Je vous donne vos 100 francs, je bouffe les 100 francs, mais en réalité, j'ai créé un problème parce que lui, il est là, il attend son délai. À son délai, il m'interpelle. Et il y aura un moment où j'aurai fait le tour de tout le monde, je ne saurais plus où aller. Le problème de l'énergie est un problème qui a trop duré.
Maintenant, dire qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais il faudrait que nous ayons la patience d'accepter. Ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires n'étaient pas là quand le problème commençait. C'est vrai que ça a pris de l'ampleur ces 2 ou 3 dernières années. Ces 2 dernières années. Ça a pris de l'ampleur. Mais en réalité, il y a des coïncidences qui vous mettent souvent, ou qui vous transforment en victime, qui font que c'est vous qui êtes accusé. Et c'est une coïncidence. C'est un problème qui a commencé depuis assez longtemps. Et c'est un problème qui ne concerne pas également que les travailleurs de l'énergie. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays où, quelquefois, je vous vois vous-même, parce que je vous ai connu ici, on est devenus des amis, je vous vois en train de commettre certaines choses au nom du fait qu'on soit du même carré, ou bien qu'on se connaît, ou bien que je connais votre frère, je préfère me taire. Mais en me taisant, finalement, vous, votre frère et moi-même, nous tomberons tous dans le même. Ça arrive souvent au Mali. Et maintenant, on a commencé à dire non à cela. Et imaginez quand on met un comité de gestion d'une crise et qui est dirigé par le président, le chef de l'État. Ça veut dire vraiment que c'est pris très au sérieux. Je ne vois pas qui est au-dessus du chef de l'État. Et je sais également que son plus grand souci aujourd'hui, c'est de trouver du courant. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de santé sans courant. Il n'y a pas de production sans courant. Les usines ne marchent pas sans courant. Et la rue à Bamako, quand les gens sortent la nuit, vous croyez qu'Assimi dort tranquille? Il a le cœur très peiné. Il a le cœur très peiné. Lui qui est le premier Malien. Lui qui est chargé de faire le bonheur de tous les Maliens. Dieu seul sait combien il souffre. Voilà pourquoi il a accepté d'être quand même au devant de ce comité de crise. Mais je pense qu'avec toutes les dispositions qui sont en train d'être prises, ils sont en train de trouver les voies et moyens pour aller vers une solution et une solution durable. Et ils avaient dit, une solution immédiate, on est en train de la chercher. Une solution à court terme, mais une solution durable sera trouvée. Et je pense qu'il faut gérer le problème cette fois-ci dans son fond. Il ne faut pas gérer le problème de façon superficielle. Et c'est ce qui a toujours été fait par rapport à beaucoup de difficultés que le Mali a connues. C'est vrai que c'est l'EDM aujourd'hui qui pose le plus grand problème, parce que ça concerne tout le monde directement, mais si vous imaginez combien de gens, combien d'entreprises, ou combien de sociétés de ce pays-là sont en train de souffrir du même problème. Mais parce que tout simplement, il ne s'agit pas de courant. Quand il n'y a pas de courant à la maison, on est choqué, on est frustré, on est stressé, les enfants sont malheureux, l'école, tout est difficile. Et c'est normal. Maintenant, prions pour que l'on puisse trouver très rapidement les solutions. Et accompagnons nos autorités par la patience, par la résilience. Et amenons-les à comprendre que nous patientons parce que nous avons la conviction qu'ils cherchent. Et c'est pourquoi je vous dis, j'ai la conviction qu'on trouvera la solution. Mais vous dire dans les détails qu'en ce moment, nous sommes à tel niveau ou à tel niveau, je ne saurais vous le dire, parce que je ne suis pas aux affaires. Je ne gère pas ces affaires. Oui. Je vais vous rappeler que je ne suis pas membre du gouvernement. Peut-être que si je l'apprends comme vous. En tout cas, je ne suis pas membre du gouvernement et je n'étais pas présent quand on commandait ces groupes-là. Mais je sais quand même que toutes les solutions qui pourraient nous sortir de cette situation, le gouvernement est en train de le faire. Toujours sur la question énergétique avant. Non. Moi, j'ai une question, rapidement. Monsieur le ministre, en ce qui concerne cette question énergétique, beaucoup de gens sont en train de critiquer le lancement de la route Kati-Bamako par le président de la transition. Et certains Maliens estiment que le président de la transition aurait dû orienter ces ressources-là pour mettre ça dans l'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais est-ce que vous connaissez tous les problèmes de l'énergie? C'est ça la question. Le président, je crois que le président, il n'est pas quand même, c'est pas lui qui dirige l'entreprise qui construit la route de Kati. Oui, mais le président a choisi quand même d'être président du comité de gestion de la crise de l'énergie. Il est le président, son mot compte. Mais son mot compte. Oui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est pas parce qu'il y a un problème à l'EDM, c'est pas parce qu'il y a un problème à l'EDM qu'il faut laisser autre chose. Un pays, c'est un tout. Un pays, c'est un ensemble d'activités, un ensemble de projets. Mais les 95 milliards qu'on va mettre sur la route là. Ils n'ont pas dit cela. Ils disent la priorité de la priorité, selon eux, c'est l'énergie. Et la priorité, à ce que je sache, c'est aujourd'hui l'énergie. Parce que quand un chef d'État se met au devant d'un comité de crise, ça veut dire que c'est la priorité des priorités. Sinon, il aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Il n'a pas choisi son premier ministre,
Il n'a pas choisi le ministre de l'énergie. Il a mis une dame qui est ministre de l'énergie. Il a un premier ministre, mais il a choisi d'être au devant du comité de crise. Ça veut dire que c'est un problème qui lui tient vraiment à cœur. Maintenant, rassurez-vous que j'ai fait la route Kati-Bamako, c'est 95 milliards. Le Mali ne dit pas que les 95 milliards. Mais est-ce que si on avait injecté ça dans l'énergie, le problème que le Mali a en train de Qui vous dit combien ils sont en train d'injecter dans l'énergie? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, parce que je ne suis pas membre du gouvernement et je ne suis pas ministre chargé de l'énergie. Mais qui vous dit combien sont en train d'être aujourd'hui investis dans l'énergie? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est des questions et les inquiétudes. Vous ne savez pas que j'étais ancien ministre de transport et désenclavement, donc je ne permettrai pas qu'on dise qu'une route est secondaire. Parce que la route est une priorité aussi dans le cadre du développement. Ok. Inch'Allah, je suis convaincu que la détermination que je vois sur le visage du président, dans ses propos, dans ses déclarations, si Dieu le veut bien, et si nous l'accompagnons sincèrement, il nous sortira de l'obscurité dans le meilleur des cas. Inch'Allah. Non, pas énergie, élection, voilà. Moi, je suis pour l'organisation des élections. Je suis pour l'organisation d'élections transparentes, justes, équitables et dans les meilleures conditions. Moi, je viens. Je vais vous poser une question. Si aujourd'hui on décide, comme certains veulent, organiser les élections, c'est à 19h qu'on fait le décompte des voix. C'est à 19h qu'on délibère. On n'a même pas de ça, c'est un aspect. L'autre sur quand le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre d'État, a fait la déclaration par rapport au report des élections. Il avait parlé du code sur informatique qui n'avait pas été donné, avec une société française, et vous savez, ces gens-là qui se sont venus aujourd'hui. Il y a 3 jours seulement que les jeunes Maliens ont pu nous sortir le code. Donc il y avait des problèmes techniques. Et ces problèmes techniques-là, quand vous savez également que tout ce qui est arrivé, la déstabilisation même du pays, le fait que l'ancien régime est tombé, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous me suivez? C'était les élections législatives.